Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Flavie Després, je suis journaliste et entrepreneur social et je dirige le média des acteurs de l'engagement Care News que j'ai fondé avec Guillaume Brault. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Changer la norme. Changer la norme, c'est le podcast dans lequel, depuis plus de 2 ans, j'interviewe des entrepreneurs sociaux et sociales et à impact. Ce podcast a pour but, bien sûr, de vous faire découvrir des projets inspirants et le parcours de ces entrepreneurs qui ont choisi de placer l'humain, l'environnement et les enjeux sociétaux avant le profit. Ces acteurs d'une économie nouvelle, que nous appelons de nos voeux chez Care News et que nous savons être la norme de demain, sont confrontés à des problématiques économiques, de ressources humaines, de financement d'essaimage. Comment concilier business et impact positif ? Les entrepreneurs sociaux sont-ils vraiment des entrepreneurs comme les autres ? Est-il possible de faire société en faisant se mouvoir de façon plus responsable l'économie ? C'est cela que nous décryptons dans Changer la norme. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Thibault Lamarque, le fondateur de Castali, étoile montante de l'économie circulaire qui vise, à travers l'exploitation d'un produit vital quotidien, l'eau, à améliorer l'empreinte carbone des entreprises et des citoyens et à la réduction des déchets. L'ennemi numéro 1 de Thibault, c'est la prolifération des bouteilles en plastique. Et c'est sur ce constat qu'est née l'ambition de Castali. Depuis 10 ans, Thibault et son équipe développent des fontaines et le projet s'inscrit dans l'ESS avec l'obtention de l'agrément ESUS en 2019. Nous allons dans cet épisode évoquer le parcours de Thibault, son déclic entrepreneurial, le parcours de Castali depuis une décennie et sa croissance, les enjeux autour de l'eau et autour du secteur de l'ESS et sa vision d'un demain meilleur et pérenne. Merci de votre fidélité, votre soutien et vos relais sont précieux pour changer vraiment la norme. Bonne écoute. Bonjour Thibault. Bonjour Flavie. Tu vas bien ? Super. Bon, il fait beau aujourd'hui, on arrive enfin à se voir. Je sens que se changer la norme se présente sous un très bon augure. Alors Thibault, on est là pour parler de toi et de Castali, qui est topiste 50, on l'a sous les yeux. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. On est très content d'être dans le classement. Bah, écoute, on est très content de vous y avoir. Alors, Castali est connu, tu as déjà fait plein de podcasts, plein d'articles, mais pour rappel, si jamais quelqu'un ne connaît pas Castali, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement comment t'es venue l'idée et pourquoi Castali ? Notre métier, c'est de venir valoriser l'eau du robinet, donc remplacer la bouteille en plastique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va microfiltrer l'eau du robinet. On la filtre très finement, on lui retire le chlore, les particules, les éventuels métaux lourds. On va la rafraîchir et la servir plate ou pétillante dans des bouteilles ou des gourdes. On intervient sur 3 marchés. Les hôtels, les restaurants, pour lesquels j'ai une pensée particulière en ce moment. Et là, on est en mars 2021 et donc on n'est pas encore reconfiné, mais en tout cas, les restaurants sont toujours fermés et c'est très dur pour eux. Et puis, les entreprises, où là, on vient remplacer les bouteilles en salle de réunion, mais aussi toutes les petites bouteilles que peuvent avoir les collaborateurs à droite et à gauche. La société a presque 10 ans, on va fêter nos 10 ans le 29 avril. Bon anniversaire. On organisera une petite fête dès qu'on pourra. Et puis, on est une centaine de personnes et on intervient principalement sur la France et un tout petit peu international avec la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Toi, tu avais bossé pour un acteur de l'eau, enfin, tu avais un intérêt, tu regardais. Du coup, j'ai 2 questions. Est-ce que tu as tout de suite pensé à du B2B ? Ou au départ, est-ce que tu avais une appétence pour le projet entrepreneurial autour de l'eau du robinet ? Alors, l'eau, ça a été un sujet depuis très longtemps, tu le disais. Donc, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur l'accès à l'eau dans les pays en voie de développement. Ça s'appelait à l'époque un DESS, Affaires internationales à Dauphine. Et puis, j'ai profité de ce mémoire pour aller me faire embaucher par le plus gros producteur d'eau potable du monde, qui s'appelle Veolia Environnement. Oui, donc j'avais un intérêt pour l'eau. Après, sur l'idée, moi je pense que j'ai toujours eu une âme d'entrepreneur. Je suis passé de chez Veolia à Altereco avec Tristan Lecomte et Nicolas Mounard. Et ça m'a finalement confirmé le fait que j'étais plus un homme de projet et de start-up, de PME, de TI que un homme de grands groupes. Et à partir de là, je me suis mis à itérer pour trouver la bonne idée. Et sur Castali, non, moi mon sujet c'était la bouteille. J'avais découvert SodaStream quelques années auparavant, en 2006, quand je rentrais d'Australie. Et donc je découvre SodaStream qui règle mon problème de la bouteille en plastique, puisque je ne bois que de l'eau pétillante.
Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais adapter un SodaStream en B2B, mais aussi alors en B2C, puisque j'avais aussi imaginé des machines qui permettaient de faire ce qu'on fait dans les restaurants, mais pour les particuliers. Le vrai sujet et le frein, c'est le coût. Donc aujourd'hui, on a quelques dizaines de machines chez des particuliers, mais c'est souvent des particuliers qui sont très bien portants. Oui, et puis la place aussi. La place, pas tellement, parce que par rapport à des packs d'eau, ça prend toujours moins de place. Non, le sujet, c'est le pouvoir d'achat de l'utilisateur. C'est de l'eau de luxe. C'est ça. Quoique, il y a des fontaines dans Paris, où, enfin, moi, en bas de chez moi, j'en ai une... je sais pas si c'est la tienne ou pas, mais qui distribue de l'eau plate et de l'eau pétillante. Ouais, alors ça, c'est une autre activité dont j'ai pas parlé, mais... Du coup, quand t'es un particulier, tu peux faussement avoir ta propre fontaine en bas de chez toi. C'est un peu ça l'idée, hein. Donc c'est avec Haute-Paris, on a gagné 4 appels d'offres depuis 2012, où on fabrique pour Haute-Paris, qui est la régie municipale de distribution d'eau potable. Et donc, on a fabriqué des machines, on va dire là, pour le coup, à très grande échelle. Il n'y a pas la partie filtration de Castelli, mais par contre, il y a toute la partie techno. Et il faut savoir que c'est des énormes machines qui sont très très puissantes. Un jour d'été où il fait un peu chaud, on peut distribuer 1500 litres dans la journée. Donc on se rend pas bien compte de ce que c'est, mais techniquement c'est 1500 bouteilles. Oui, mais techniquement c'est un challenge de faire 1500 d'eau pétillante avec la bonne taille de bulle. On va en reparler après, mais si on revient, moi, ma passion dans les business, c'est les tout débuts. Donc, même si ça a fait 10 ans, est-ce que tu étais tout seul? Est-ce que tu avais des fonds? Est-ce que, parce que t'as une technologie qui nécessite une certaine industrialisation, je ne sais pas si tu étais dans ta cave avec des tournevis et que tu as fabriqué des machines à bulles, mais comment tu t'es orienté au début? Est-ce que tu t'es fait accompagner? Comment ça s'est passé? J'étais dans la cave de mes parents. Encore une cave, je vais faire un bingo cave et garage, donc changer les noms. J'ai démarré à 29 ans ou 30 ans. J'avais donc quelques années d'expérience. J'ai fait mes 2 ans de VIE chez Veolia. Ensuite, j'ai fait 3 ans et demi dans la holding de Veolia. Et puis, je suis passé chez Alter Eco. J'avais déjà un petit peu d'argent, donc j'ai mis 50 000 € dans la boîte. C'était toutes mes économies. Oui, c'est pas mal. Après, c'est toutes mes économies. Et voilà. Ensuite, j'ai levé des fonds avec des business angels, 600 000 € en 2012 et 2014. Et là, c'était assez marrant. C'était un mélange de copains, de famille. Donc ça, c'est le love money. Et puis aussi de clients. En particulier les plus gros business angels, ces 2 frères, qui avaient plusieurs hôtels, qui étaient des clients Castelli, donc c'était un family office, et qui utilisaient Castelli au quotidien dans leur restaurant, dans leur salle de séminaire. C'est la famille Duval-Fleury, qui, après avoir été clients, finalement, sont devenus investisseurs. Ils sont toujours investisseurs. Donc voilà. Là, c'est super. Tu avais une vraie boucle de confiance et de preuves que ça marchait. Voilà, donc ça a démarré avec des business angels, et puis après, les fonds, c'est arrivé plus tard. Donc fin 2015, j'ai une première levée avec 3 petits fonds. Inco, qui était à l'époque un des seuls fonds d'impact. Il y avait 2 fonds d'impact. Inco est celui avec qui j'avais le plus d'affinité. Un petit fonds d'entrepreneurs. Et puis un fonds plus instit qui travaillait beaucoup avec les hôtels et les restaurants, qui s'appelle Extend AM. Et pendant le premier confinement, on a levé un petit peu plus avec 4 fonds d'investissement. Donc là, on a levé un peu plus de 13 millions et demi, plus de la dette, ça fait autour de 20 millions, avec 4 beaux fonds, dont des fonds d'impact, de nouveau. Amundi, qui est le premier fonds d'impact européen, avec 350 millions d'actifs sous gestion. C'est Amundi Finance et Solidarité. Raise Impact, qui est la déclinaison impact du fonds Raise. Ring Capital, qui est un fonds de grosse, qui va lancer d'ailleurs un fonds d'impact. Et puis Seb Alliance, qui est le fonds d'investissement du groupe Seb. Donc ça, c'est pour l'aspect financier. Félicitations. C'est plutôt rare encore ce genre de montant pour les entreprises ESS / à impact. Alors, il y avait Phoenix nous avait devancé. L'inérable Jean. Il commence à y avoir des belles levées, je pense à Isect. Il faut que les boîtes à impact lèvent beaucoup d'argent, il faut que les boîtes à impact grossissent, et je pense que c'est une très bonne chose. D'ailleurs, là, on le voit avec la multiplication des fonds d'impact. Il y a beaucoup d'argent sur le marché, et c'est le moment pour tous les entrepreneurs qui veulent finalement appel au peuple, changer la norme, de lever, et puis pour grossir. Après, moi, je pense que les plus belles boîtes, c'est celles qui lèvent pas d'argent. Hein, donc, ah oui. Ouais. T'es un convaincu de l'autofinancement. Oui, mais on le peut dans certains moyens. C'est-à-dire que moi, une fois que mes 50 000 € ils étaient dépensés. Puis toi, t'as un produit industriel. Enfin, tu peux pas. Et tu sais pas toi qui a fait les machines. T'as dû embaucher des gens. Alors, sur la fabrication des machines, ça, j'ai sous-traité à 2 industriels. Mais donc, en tout cas, ça demande des capitaux. Et donc, c'est dans ces cas-là qu'il faut lever. Si on peut ne pas lever, il y a plein de très beaux succès qui n'ont jamais levé d'argent. Donc là, on a parlé de finances, mais du coup, si tu prends du début à aujourd'hui, l'évolution des clients, aujourd'hui, ça paraît une évidence de pas acheter de bouteilles d'eau. Enfin, il y a eu je crois que ça fait vraiment 3-4 ans, je trouve que le plastique est devenu un sujet très fort, mais il y a 10 ans, t'as pris, je sais pas, t'es allé frapper à la porte de tous les restos et de toutes les collectivités. Comment ça s'est passé pour décrocher les premiers clients? Alors, la bouteille en plastique, elle est infiltrée dans nos vies, elle est partout. Et donc, on voit que finalement,
c'est pas une évidence encore. Alors, il faut oui. Non, mais il y a 10 ans, encore moins. Il y a 10 ans, j'étais un peu un extraterrestre. Quand j'ai présenté mon dossier au réseau Entreprendre, j'ai été recalé 2 fois. La première fois que j'ai présenté mon dossier en subvention à la région Île-de-France, je me souviens très bien du premier rendez-vous avec le conseiller technique. Il sort de son bureau, il me prend par la manche, il me tire et il me dit ça c'est une fontaine à eau. Alors, il la retourne, il la sort. Je dis oui c'est ça, mais moi c'est pas du tout ça que je veux faire. La fontaine à eau, on l'a pas inventé la fontaine à eau. Nous ce qu'on veut c'est réinventer. Et la fontaine à eau elle a pas réglé le problème de la bouteille en plastique. Il y a 16 milliards de bouteilles en plastique tous les ans. Donc si les fontaines à eau réglaient le problème des bouteilles en plastique, ça se saurait. Et il a écouté. On est rentré dans son bureau et on a chopé des subventions. Mais ça n'a pas été facile. Et du coup, c'est quoi l'élément différenciant ? Comment tu arrives à éliminer, ou à réduire avec Castalli la bouteille en plastique ? Et moi, je me sens pas, si je comprends bien. Je me sens pas du tout un vendeur ou un fabricant de fontaine à eau. Nous, ce qu'on offre à nos clients B2B, c'est une solution qui leur permet de se passer de la bouteille en plastique. Et donc, une solution, ça passe par effectivement des machines. Alors, on a les plus belles machines qui sont assemblées soit dans le Nord, soit en Italie, qui sont très design. On a eu pas mal de prix design et on travaille avec le même designer depuis une dizaine d'années. Mais ça passe aussi par la qualité d'eau, par les contenants et par le service autour de la fontaine Castalli. Donc, quand vous louez une fontaine à eau chinoise 30 € à un prestat lambda, il faut imaginer que ce prestat, il n'a pas de marge de manœuvre pour vous mettre une belle machine bien fabriquée dans des bonnes conditions, avec des bonnes conditions sanitaires et pour faire un bon service. C'est pas possible en fait. Nous, on coûte un peu plus cher. Mais par contre, nos clients, ils ont l'assurance que il y a une grande qualité d'eau, que la machine est puissante, que vous aurez une qualité de bulle parfaite, que vous avez un niveau de service élevé, que 100% de la partie filtration est assemblée par 16 travailleurs en situation de handicap mental à Issy-les-Moulineaux, à 100 mètres de nos bureaux. C'est juste, on fait pas le même métier. Aujourd'hui, sur la part autant je connais assez bien le média, mais l'eau un peu moins. Sur la part de marché, vous en êtes où et c'est quoi vos ambitions ? Mais on est au début du marché, c'est-à-dire que pour moi, le marché n'a pas démarré. Là, ce qu'on fait depuis 10 ans, c'est qu'on s'entraîne, mais la compétition... C'est bien, l'entraînement de 10 ans, ça... On était un peu en avance de phase, mais les gros challenges, ils sont maintenant, en fait. C'est comment est-ce qu'on fait pour changer d'échelle. Et toi, le but, du coup, c'est de changer d'échelle sur tous les business ou tu as une cible en particulier que tu veux attaquer d'abord ? On va dérouler sur le B2B. Ce qu'on sait très bien faire, c'est les entreprises. Et aujourd'hui, ça va de la PME ou de la start-up de 5 personnes au CAC 40. On a 60% des entreprises du CAC 40. Mais donc, c'est finalement aller développer ce marché de l'entreprise et nous faire connaître. Et puis, sur la partie hôtellerie-restauration, il y a encore beaucoup de travail et beaucoup d'évangélisation. Donc, on est au début du marché. Question à côté, mais comme tu parles d'hôtellerie, de restauration, comment cette année, ça a influencé votre chiffre d'affaires ou est-ce que du coup, ça vous a permis de développer autre chose ? Mais comme les bureaux ont fermé et les hôtels-restos aussi, ça vous a fortement marqué, vous ? Oui, ça nous a fortement impacté. On n'a pas du tout fait la croissance escomptée. Les hôtels et les restaurants, ils sont fermés depuis quasiment un an. Donc cet été, alors ce qui est assez marrant, c'est que cet été, les plus gros mois qu'on ait jamais fait sur ce secteur d'activité, c'est août et septembre. On n'a jamais autant il faisait 50 000 degrés. Signé et installé de machines chez Castalli qu'en août et septembre. Et puis après, ça s'est arrêté brutalement en octobre. Ce que je sais, c'est que ça repartira après la crise. Sur les bureaux, il y a eu ce premier mois et demi de sidération où finalement le monde s'est arrêté. Mais passé ce moment, le télétravail, oui, c'est bien, mais ce qu'on voit, c'est que même s'il y a beaucoup de télétravail, vous aviez quand même des gens au bureau. Et globalement, on va dire qu'il va y avoir un big bang dans l'immobilier de bureau, avec beaucoup plus de flexibilité, avec des endroits qui sont plus petits, mais mieux équipés. Et ça sera tout à l'avantage de Castalli, puisqu'on fera attention au type de fontaine qu'on installe. Et plutôt que d'installer une fontaine lambda chinoise, on installera une Castalli française. Et est-ce que tu as d'autres idées ou d'autres ambitions ? On va te faire grandir le business qu'avec de l'eau ou est-ce que tu as envie d'autre chose ? Est-ce qu'un jour tu vas t'attaquer à d'autres récipients ou contenants ? Est-ce que tu as des envies de développement différentes de ça pour l'instant ? Là, on lance dans quelques semaines une gourde. Là, je t'ai amené une gourde isotherme. Je mettrai la photo sur Instagram pour que tout le monde la contemple. Mais donc, on lance dans quelques semaines une gourde, pour le coup, 100% fabriquée en France, en verre, qu'on a designé avec Helium. Et on est très fiers de le faire. Et ça va être un produit qui sera B2B et B2C. C'est un premier pas pour nous dans le monde du B2C. Il y a beaucoup de synergie entre les deux mondes parce que finalement, Castalli, on est une marque B2B2C. Parce que donc, avant le Covid, on avait 2 millions de contacts avec des Français tous les mois. Donc ça veut dire que tous les mois, il y avait 2 millions de Français qui buvaient au moins une fois de la Castalli. Et comment tu fais ? C'est une question que je pose vraiment à tout le monde, mais pour grandir autant, parce que là, tu t'attaques à un marché qui est vraiment énorme. Et comment tu gardes les valeurs ? Enfin, t'as, au-delà du Made in France et d'une Made in Europe, tu as toutes les valeurs
interne à une boîte. Là, tu parlais d'insertion. Comment est-ce que tu fais pour être attentif à tout ça en grandissant? Je pense que c'est plus facile en grandissant qu'au début. Aujourd'hui, on a un peu plus de moyens et donc j'ai toujours fait extrêmement attention et parfois ça peut être plus difficile. Bon, je pense que c'est le cas de toutes les boîtes de l'ESS, mais on a la chance d'être impact by design. Ça veut dire que le moteur de l'activité, c'est la substitution de quelque chose qui est problématique. Et du coup, ça va embarquer toute l'équipe de manière beaucoup plus forte. Quand on voit les profils qui postulent chez Castalli, c'est que des gens qui sont super motivés, qui ont fait des super expériences avant, des super écoles, quand c'est des jeunes. Et l'énergie, elle vient pas que de moi. Hein. Moi, je suis là pour, on va dire, la canaliser et puis l'emmener au bon endroit. Mais c'est l'équipe qui s'occupe de ça. Maintenant, si tu es d'accord, tu prends donc beaucoup la parole sur Castalli. Mais et d'ailleurs, peut-être juste pour ajouter, on a lancé un projet en interne qui s'appelle les optimistes engagés, où on fait intervenir des personnalités de l'externe et aussi des personnalités de l'équipe, et qui permet de mettre en avant tous ces projets d'engagement interne et externe de Castalli. D'accord, c'est comme des petits séminaires pour faire découvrir des choses en interne et en externe. Mais n'importe quoi, que ça soit un mode de consommation, un engagement associatif. Exactement. Et après, il y a une mise en œuvre qui est mise ou c'est de la découverte? Là, typiquement, la semaine dernière, la fresque pour le climat est obligatoire quand tu arrives chez Castalli. Donc, tu passes... Formation, fresque du climat. Et donc, notre responsable qualité, Laetitia, elle s'est formée pour pouvoir faire passer la fresque du climat. Donc, ça y est, là, elle est formatrice. Donc, ça vient typiquement de ce mouvement optimiste engagé. Ouais, c'est sympa de faire circuler comme ça les choses. Bon, en parlant d'optimistes engagés, tu me fais ma transition avec la fresque du climat. Je voudrais bien qu'on parle plus généralement d'ESS et d'entrepreneuriat à impact. Parce que du coup, toi, tu as 10 ans d'expérience sur un secteur vraiment qui était problématique et où en fait les réponses sont, j'allais dire à 90%, mais c'est un chiffre sur lequel je vais pas m'avancer, mais non respectueuses de l'écologie. Et toi, avec tes 10 ans de recul sur de l'entrepreneuriat, donc à impact avec des valeurs, comment tu as vu les choses changer en termes de secteur, pas seulement sur l'eau et sur le business de Castalli? Moi, je me souviens que quand je suis passé de chez Veolia à Alter Eco, mes potes me prenaient pour un dingue. Et Alter Eco avait déjà 10 ans. C'est sûr que l'engagement aujourd'hui, il y a une prise de conscience de la nécessité de changer de modèle. Ça passe aussi par le changement des individus. On peut pas attendre que tout vienne d'en haut. Alors bien sûr, il y a des choses qui doivent venir d'en haut, mais c'est aussi à chaque individu de se responsabiliser. Et donc je pense qu'aujourd'hui, on va dire qu'il y a une prise de conscience forte. Moi, je le vois sur l'activité de Castalli. Sur les 3-4 dernières années, la croissance a été très forte. Et quand je compare finalement avec la croissance du début, ça a été plus facile. En tout cas, avant le Covid, c'était plus facile. Donc, tu as un militantisme sur l'anti-plastique et l'eau, mais est-ce que tu te sens militant de l'ESS, d'un modèle d'entreprendre autrement? Oui, donc effectivement, là, c'est mes convictions anti-plastique. Elles datent pas de Castalli, mais c'est plutôt elles qui ont mené à Castalli. Après, moi, c'est beaucoup plus global mon engagement. Je sais pas si je suis un militant de l'ESS, mais tu vois, j'ai choisi ces statuts, j'ai choisi de passer l'agrément ESUS, mais ça ne nous empêchera pas là de passer en 2021 Bicorp, parce que sur le marché, c'est aussi reconnu. Donc moi, je pense que ce qu'on a besoin, c'est aujourd'hui de changer de modèle. Et donc dans ma consommation de tous les jours, je vais faire attention à ce que je mange. Je mange pas de viande, je mange des produits bio. Pour ceux qui se posent la question, ça coûte moins cher de manger bio et pas manger de viande mais bon, j'imagine que les auditeurs sont déjà bien sensibles au sujet. Qu'est-ce que tu penses, si je te donne le porte-parole de cet entrepreneuriat différent juste pour la levée de fonds, on a choisi expressément de mettre dans le communiqué de presse ESS, économie sociale et solidaire. Bon, ESUS, c'est un peu compliqué, mais parce que malheureusement, je trouve que le secteur de l'ESS, il souffre d'une image un peu ringarde pour plein de raisons. Et moi, je pense que l'économie sociale et solidaire, ça n'a rien de ringard. Au contraire, c'est l'économie de demain et c'est une partage de la richesse qui est différent, de la gouvernance qui est différente. Et c'est très important de le promouvoir. Mais sans doute avec un peu de marketing et avec les mêmes clés que les autres marchés. Que l'économie normale. Et du coup, pour finir, ma question, c'est si on prend ce mouvement, ce secteur, donc on peut prendre l'ESS, il y a une pédagogie, il y a une échelle individuelle à changer.
Mais est-ce que selon toi, il y a des leviers politiques, commerciaux, économiques à activer? Donc pas de refaire le monde, mais des choses simples à mettre en œuvre en France ou plutôt à l'échelle européenne. D'ailleurs, ça serait peut-être plus raisonnable pour accélérer la puissance de ces entreprises d'un genre différent. Ouais, et ça, je pense que c'est très important. Nous, on a été très actifs dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire avec Elisabeth Borne et Brune Poirson. On a monté un groupe anti-plastique avec des entrepreneurs, des activistes, des ONG pour faire pression sur le gouvernement. On va dire que les lois, enfin en tout cas les propositions n'ont pas été retranscrites telles quelles, mais on a pesé dans le débat. Donc ça, et typiquement, je pense que c'est ça, être une boîte de l'ESS, c'est pouvoir peser sur autre chose que uniquement son domaine d'activité. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a Olivia Grégoire qui fait la promo de l'ESS et c'est bien d'avoir une secrétaire d'État qui s'affiche et en tout cas qui affiche le secteur. Donc ça, je pense que c'est une très bonne chose. Moi, je suis persuadé que tout ne peut pas venir d'en haut. Donc le consommateur, il peut choisir en consommant et en achetant de manière très forte. Quand on regarde une application Yuka, l'impact qu'elle a pu avoir sur les produits et sur les recettes des industriels, ça montre que le consommateur, il peut choisir. Quand on regarde C'est qui le patron et la façon dont il a percé dans le secteur du lait sans aucune publicité, avec un modèle finalement très différent du commerce équitable Nord-Nord, moi je pense que c'est des modèles qui sont extrêmement intéressants et où finalement la donne change. Merci beaucoup Thibaut. Es-tu prêt pour les questions de la fin? Allez. Quelle est la raison d'être de Castelli? Alors c'est une bonne question, on se pose pas mal de questions sur cette raison d'être, mais c'est mettre fin à la folie des bouteilles en plastique, donc très militante. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Je sais pas trop quoi répondre, parce qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que le plastique c'est pas une bonne chose. Sans doute que ce que j'aimerais c'est peut-être convaincre Joe Biden d'installer Castelli à la Maison Blanche. On a installé l'Élysée il y a pas très longtemps, donc... C'est vrai, tu as une traversée de l'Atlantique. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Alors ça, c'est une bonne question et je ne vais pas faire de politique au micro, mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de sujets. Si on prend des propositions de la Convention citoyenne, il y en a une qui est intéressante, c'est la taxe d'écocide. Moi, je serais pour, là, c'est l'entrepreneur qui va, je serais pour simplifier l'univers des taxes, peut-être pour être beaucoup plus dur à la transmission, c'est-à-dire que moi, je suis pour globalement plus de simplicité, peut-être moins de taxes pendant la vie des gens et des organisations. Mais par contre, pour que à la transmission, pour éviter la rente, il y ait des taxes très importantes. Alors ça, c'est une très bonne question qui m'a été inspirée, soufflée par la Fondation Entreprendre. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? Moi, ce que j'ai fait depuis le début, c'est que je vais voir des entrepreneurs. J'ai eu la chance d'avoir plein d'entrepreneurs qui m'ont conseillé. Il y a un entrepreneur qui conseille. En fait, c'est un entrepreneur qui a fait beaucoup qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de conneries. Ça m'a pas empêché d'en faire, mais ça m'en a évité pas mal. Aujourd'hui, quand j'ai des entrepreneurs qui viennent me voir, je suis capable de leur donner les conseils. Tu rends l'appareil. Alors bien sûr. Non, tu recycles les conseils d'avant. Je recycle les conseils d'avant et puis je peux rajouter toutes les conneries que j'ai faites. D'accord, donc de l'économie circulaire. Et d'ailleurs, je pense que oui, complètement circulaire, mais je pense que si on faisait une base de données de toutes les conneries de tous les entrepreneurs de l'ESS, on a eu cette discussion il y a 3 jours, on s'est dit il faut qu'on fasse un best-of de toutes les bêtises qu'on a faites effectivement, enfin de toutes les erreurs qu'on a commises. Ça, il y en a pas mal, ouais. Dans les RH, il y en a une qui me coûte toujours très cher. C'est le un doute, pas de doute. Parce que moi, j'adore les gens et donc je m'accroche. Parfois, il faut pas s'accrocher. Et les échecs RH, c'est toujours les plus durs. Et la dernière, la somme pour laquelle tu terres un scandale politique? C'est une bonne question d'auditeur, ça. Quand j'étais auditeur chez Veolia, c'était les questions du vendredi soir en mission à Perpète-les-Oies. Je pense que le sujet, c'est pas tellement la somme. Enfin, en tout cas, j'ai 42 ans. Enfin, le sujet de l'argent... c'est pas mon moteur, donc c'est pas tellement ça. Donc je pense qu'il y a pas de... Tu me diras, ça dépend du scandale. Si c'est un scandale politique qui permet de changer le monde, peut-être que j'aurais envie de le taire gratuitement. Thibaut, on la pose plus tellement parce qu'il n'y avait pas de renouvellement, mais là, il y a eu un buzz autour d'un patron. Quel est le patron ou la patronne du CAC 40 que tu pourrais ou tu voudrais être? Moi, je sais pas si j'aimerais être un patron du CAC 40. Je suis un entrepreneur, donc sans doute qu'un entrepreneur, c'est assez facile Enfin, c'est facile, non, mais en tout cas de passer sa boîte à l'échelle, donc de passer de la start-up à l'ETI. Dans le CAC 40, moi, il y a des entrepreneurs qui sont... il y a quelques patrons entrepreneurs. Dans le luxe, là, je pense à Arnaud, Pinault. Dans les médias, Bolloré, qui sont des patrons, en fait, qui sont propriétaires de leur boîte. Ce qu'on voit dans la difficulté que peuvent avoir des patrons du CAC 40 qui sont pas propriétaires de leur boîte, c'est qu'ils peuvent se faire débarquer.
Et là, on l'a vu avec Emmanuel Faber la semaine dernière, qui était PDG, et dont la stratégie d'entreprise à mission avait été validée à 98% par le conseil d'administration il y a quelques mois. Et là, aujourd'hui, on l'a remercié sur une partie de ses fonctions, en tout cas ses fonctions exécutives. Je pense que ça montre bien le sujet quand... d'abord que les actionnaires peuvent être un peu schizo, puisque on vous vote l'entreprise à mission et on vous démet de vos fonctions quelques mois plus tard parce que les résultats financiers étaient pas à la hauteur. On sait bien que ça peut se faire que dans la durée. Donc moi, je pense que si j'avais été un patron du CAC 40, et là, je connais pas Emmanuel Faber, mais en tout cas, je pense que ça doit être difficile pour lui, parce que finalement, on a des actionnaires qui sont complètement schizo et qui, d'un côté, sans doute pour des raisons aussi un peu marketing, ont validé ce statut d'entreprise à mission, et puis après, ils ne donnent pas les coups des franches au PDG. Merci beaucoup, Thibaut. Merci. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.